je connais mes limites. J'aimerais bien être ubique, mais c'est un nouveau mot du dictionnaire, ubique. Et chez moi, ça marche pas. Et je suis intimidé d'être à la même table ronde qu'Anne-Niva, parce que on est rassemblés pour discuter des limites, mais en fait, ce qu'elle vient de raconter n'a pas grand-chose à voir avec ce que je pourrais vous raconter. Elle met en jeu sa vie de façon récurrente, alors que l'expérience dont je vais vous parler est une expérience où, au pire, on risque quelques douleurs au genou, une entorse et une fringale. Parfois cumulées, ce qui, en effet, peut commencer. Voilà. Et en tout cas, j'ai dit que je connaissais mes limites, mais il est vrai que à l'adolescence, j'ai commencé à être fasciné par des gens dont les limites sont bien au-delà des miennes. Je ne parle pas des sportifs de haut niveau, des grands footballeurs ou des grands coureurs cyclistes, même si certains ont mon admiration, évidemment, mais plutôt de l'exploit un peu gratuit. Et je me souviens de mon grand-père qui m'avait raconté l'histoire des frères Schmitt, Tony et Franz Schmitt, qui en 1931 ont pris leur vélo à Munich, sont allés d'une seule traite à Zermatt, avec tout le matériel d'alpiniste sur le dos. Ils ont dormi sur le tremplin à ski de Zermatt qui venait de servir pour les Jeux Olympiques. Et le lendemain, ils ont fait la première de la face nord du Cervin. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Enfin, en plus, ça sert à rien. Voilà. Et pour prendre un exemple plus récent, la personne qui aurait dû parler à ma place aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, qui est Lionel Daudet, est un alpiniste qui a perdu ses doigts de pied, et même un peu plus, lors de l'ascension de la face nord du Cervin dans des conditions hivernales, en solitaire et en directissime. Il a été pris 9 jours dans la paroi, il a perdu ses pieds. C'était il y a très longtemps, et depuis, il a repris l'alpinisme, et il vient de terminer ce qu'on appelle le Tour de la France exact, qui a fait le Tour de France au mètre près, tout seul, sans moyens mécaniques. Quand vous regardez où passe la frontière française, par exemple entre la France et l'Italie, ou entre la France et l'Espagne, vous voyez que c'est un exploit incroyable, surtout quand on n'a pas de doigts de pied. Bon, au moins ils peuvent plus geler, mais quand même, ça entrave la foulée. Il a fait 6600 km, il a escaladé 500 km verticales, le dénivelé total de la frontière c'est 500 km, montée, descente, et ça lui a pris 1 an et demi. Ça, c'est le genre d'exploit qu'on a du mal à comprendre. On ne sait pas très bien où est la limite, puisqu'il est arrivé dans un état de fraîcheur tel qu'il aurait pu faire 2 tours. Et moi, j'ai traversé avec lui la partie la plus facile du parcours, qui est la traversée du Cerne, justement. Parce que la frontière franco-suisse traverse le Cerne. Et on a fait ça un week-end, qui est le week-end où on apprenait, par une rumeur, qu'une limite était en train d'être franchie. Le CERN est un accélérateur de particules qui fabrique des particules, donc notamment des neutrinos, qui sont des particules presque sans masse, qui n'interagissent pas avec la matière, et qu'on envoie jusque dans les Abruzzes, donc pas très loin de Rome, à 730 km. Et comme ce sont des particules qui n'interagissent pas avec la matière, elles peuvent traverser la Terre en ligne droite. Et là-bas, il y a une caverne dans le Grand Sasso qui détecte ces particules et qui essaie de voir si elles ont évolué au cours de leur trajectoire dans l'espace, etc. Et on apprend que des mesures ont montré que ces particules allaient plus vite que la lumière. Donc il y a une limite là, une limite fondamentale qui était dépassée. Et ça a été le début d'un grand épisode récent de l'histoire de la physique qui se conclut par, c'est une erreur de mesure, les neutrinos vont bien à la vitesse de la lumière, ils respectent cette limite, et ça donnait raison à l'anagramme de la vitesse de la lumière, si je peux en sortir une. La vitesse de la lumière a pour anagramme limite les rêves au-delà. Bon. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est cette histoire de l'Ultra Trail. Bon, tous les ans, je fais cette course, qui est une course qui se déroule à la fin du mois d'août, qui est très courue au sens où elle est très demandée par presque 100 000 personnes par an qui sont candidates pour la faire. Et il s'agit de faire le tour du Mont Blanc en courant. Donc il y a 3 courses, une 200 km, une 222, une 266, avec plusieurs kilomètres de dénivelé à chaque fois, et sans dormir et sans se reposer. Bon.
à une vitesse telle qu'on doit terminer au bout d'une durée inférieure à un certain temps limite. Bon. Et moi, je fais ça depuis 7 ans. J'abandonne une fois sur 2. Je termine parfois. Il y a des gens qui font ça à des vitesses incroyables, il y a des post-humains. Il y a des gens qui n'ont pas de limite. Ils font, par exemple, la course de 166 km en 21 heures. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et donc, on ne sait plus très bien où situer la limite. Et il me semble qu'il y a un lien entre cette activité-là, qui est une façon de se prouver qu'on n'est pas mort, pour reprendre la citation de Xavier Farjas, et c'est aussi quelque chose qui est une sorte d'expérience contraposée de la physique. Je m'explique. La physique moderne, depuis Galilée, c'est une démarche, c'est un pari en fait, qui essaie d'expliquer le réel par l'impossible. Le réel par l'impossible. Vous essayez de comprendre ce que vous observez autour de vous, les phénomènes, à partir de lois dont l'énoncé contredit systématiquement l'observation. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, la physique, c'est pas de dire ou de décrire ce qui se passe dans le monde physique. C'est d'énoncer des lois qui disent le contraire de ce qu'on observe. Par exemple, quand vous faites tomber des corps de masses différentes, vous voyez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ça, c'est l'observation. Ce que dit la vraie loi de la chute des corps, c'est que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc la vraie loi de la physique vous oblige à réinterroger l'observation pour comprendre qu'il y a des phénomènes que peut-être vous devez prendre en compte pour expliquer ce que vous faites qui est en contradiction avec la loi. Bon. Et donc, c'est la célèbre phrase de Coiré, le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. Et pourquoi c'est la contraposée de l'expérience de l'ultra-trail? Pour des gens comme moi, personne n'a un corps pour faire l'ultra-trail. C'est une expérience pour laquelle on peut se préparer, mais personne n'est adapté naturellement à cet exercice. Mais ce qui est amusant dans cette expérience, c'est qu'il s'agit de démontrer l'impossibilité de l'impossible par le réel. C'est-à-dire, quand vous voyez cette course, vous dites évidemment c'est impossible. Ou alors, pour reprendre une expression de Muriel Fliss qu'elle m'a dite lorsque je lui ai annoncé ce truc, que c'était de la folie. C'est un peu la même chose. Hein, c'est un truc de fou. Et en fait, démontrer qu'on peut le faire alors que c'est impossible, c'est démontrer que ça n'est pas impossible. Bon. Et c'est la seule façon que je connaisse de savoir où se situe une limite. Alors évidemment, ça suppose d'aimer courir, ça suppose surtout, en fait, d'aimer la montagne. Et de se sentir bien en montagne, parce qu'on court la nuit. Et donc, si on n'est pas à l'aise dans ce milieu, ça arrive à beaucoup de gens, évidemment, on n'ira pas très loin. Alors, j'ai appris, et je le dis parce que je sais que vous êtes psychiatre pour la plupart d'entre vous, psychanalyste, ce qui est toujours terrifiant. On a toujours l'impression que les questions vont porter sur notre mère ou sur les lapsus qu'on aura pu faire. C'est pour ça que je parle lentement. J'ai appris, moi qui croyais être un bien portant atavique, si j'ose dire, que j'étais en fait un bien portant imaginaire, puisque il existe depuis quelques années une nouvelle maladie mentale que vous avez cru identifier, je crois, qui s'appelle la bigorexie. Et j'ai constaté en regardant les symptômes qui traduisent une faille dans l'identité psychique, et puis quelques névroses où, oui, ça traduit la marque d'une faille narcissique, d'une identité fracturée et de je ne sais plus quel autre abîme psychique de la part du sujet. Donc la bigorexie, big c'est grand, orexie c'est l'appétit. En l'occurrence, c'est pas l'appétit de nourriture, c'est l'appétit de mouvement. C'est le fait de ne pas pouvoir tenir en place et d'aimer plutôt les sports d'endurance. Et comme le nombre de personnes qui aiment ce genre de sport d'endurance augmente, il semblerait que ça induise des déviances dans le comportement, dans l'attention qu'on porte aux autres, à son travail, à sa famille, qui sont pathologiques. Bon, ceci étant dit, je pense que l'asmolorexie, c'est-à-dire l'amour démesuré du canapé, de l'inertie, bon, pose des problèmes de santé publique bien plus graves que la bigorexie.
Mais comme il y a des médicaments pour la bigorexie, je pense et qu'il n'y en a pas pour la smolorexie, je pense que ça justifie que seule la bigorexie soit une nouvelle maladie mentale. Alors, simplement, je ne vais pas être trop long parce que je ne suis pas sûr que ce soit un sujet très intéressant, à vrai dire. J'ai dit, on peut se faire mal aux genoux, etc. On peut se faire mal au dos. Et d'ailleurs, un jour, je vous raconte ça, il y a 3 ans avant la course, j'avais vraiment mal à un genou. Je suis allé voir un ostéopathe sans savoir qu'il était lacanien. Et je lui ai dit, voilà, j'ai mal au genou. Et il me dit, est-ce que vous avez des problèmes de couple? J'ai dit, pas plus que d'habitude. Et lui, pour lui, avoir mal au genou, c'est un problème d'articulation entre le je et le nous, c'est-à-dire... Et du coup, je suis allé voir un kinésithérapeute, en vérifiant qu'il n'était pas lacanien. Non, simplement, il y a 2-3 choses qu'on apprend grâce à ces courses. La première, c'est que on peut maîtriser l'hystérie du corps. C'est-à-dire, on peut avoir mal, puis ne plus avoir mal en continuant de faire la chose qui nous a fait mal. Ça, c'est quand même une leçon importante, parce que les débutants sont des gens qui, évidemment, ont mal, après 3 cols, ils ont mal. Ils se disent qu'en continuant, ils vont avoir plus mal, ils vont se casser les genoux et ils abandonnent. En fait, les douleurs peuvent disparaître. C'est une sorte d'expérience de la résurrection. Non, c'est vrai. La résurrection du corps, on a mal, puis on n'a plus mal, puisque par une sorte d'effet tunnel très mystérieux, on peut passer de l'épuisement à la pétulance. C'est vrai, on peut passer de l'épuisement à la pétulance. On peut être très très mal, puis aller très bien. Parce que le cerveau fabrique sans doute des substances qui sont à la fois des euphorisants et aussi des analgésiques. Et puis on a des hallucinations, évidemment, parce que le cerveau s'arrange pour que le temps passé à courir, ça peut être donc 29 heures, 30 heures, soit agréablement occupé. Donc on a des hallucinations, on voit des lapins qui discutent au bord du chemin. Ce qui n'est pas grave, c'est le cerveau qui produit de l'activité. On peut avoir des hallucinations plus embêtantes, par exemple, la nuit, évidemment, on a toujours moi en tout cas, j'ai beaucoup de coureurs devant moi que je repère par leur frontale, donc il y a des spots lumineux. Et je me souviens qu'une fois, je les voyais, ces loupiotes là. Je savais que le col était très haut, il y avait 1500 mètres de dénivelé, mais ça me paraissait vraiment très très haut, quoi. Quand on est en bas et qu'on voit des lampes très haut en altitude. Donc j'ai un peu freiné en me disant ça va être plus dur que prévu. Et il m'a fallu une bonne demi-heure, je crois, pour comprendre que les frontales que je voyais tout en haut, en fait, c'était des étoiles. C'est une forme d'hallucination, comme ça. Et enfin, l'autre chose importante, c'est que c'est la grande leçon de Murakami. Vous savez que Murakami fait ce genre d'exercice, il fait des courses de 100 km, il a écrit un livre qui s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Et il a eu cette phrase que je trouve géniale, il dit « On n'est pas obligé de convertir une douleur physique en une souffrance morale. » Et par exemple, quand vous dites « j'ai mal au genou », déjà c'est mal parti. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est votre genou qui a mal. C'est pas vous. Et si vous commencez à faire que toute douleur que vous avez dans le corps devienne une douleur psychique, l'idée de l'abandon germe, et une fois qu'elle est dans le cerveau, elle trouvera évidemment la moindre occasion pour déclencher une décision d'abandon. Et donc tout le jeu, c'est un jeu mental en fait, c'est de faire en sorte que les douleurs qu'on a ici ou là soient des douleurs localisées, et d'empêcher l'idée de l'abandon de germer dans le cerveau. Parce que dès qu'elle est là, c'est fini. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré, en interrogeant tous ceux qui avaient abandonné, que ceux qui abandonnent ne sont pas ceux qui sont dans l'état physique le plus défaillant. C'est ceux qui ont laissé entrer dans leur cerveau cette idée qui, évidemment, vu les conditions de course qui sont parfois difficiles, a très facilement trouvé l'occasion de se convertir en décision. Et donc, c'est une façon d'explorer les limites. Et parfois, ça se passe tellement bien, on termine la course en pleine forme, sans douleur, parce que les analgésiques ont fait effet, on n'a plus aucune douleur, et on se verrait bien continuer un marathon.
tellement on est bien. Évidemment, c'est une illusion complète. Et on a l'impression, dans ces conditions-là, d'être tellement dopé par soi-même qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite. D'accord ? Mais ce sentiment est aussi un piège, puisque cette année, j'ai refait la course, je ne me sentais pas bien, ça n'allait pas, mais j'ai parié sur le fait que ça allait revenir. J'ai fait le pari de la résurrection, en fait. Sauf qu'elle n'a pas eu lieu. Et là, ça ne marche pas à tous les coups. Et là, j'ai senti que j'étais constamment... Je ne pouvais pas abandonner parce que j'étais entre deux ravitaillements très éloignés. Et il y avait 30 km à faire de nuit. Et j'étais constamment au-delà de mes limites. J'étais pas en forme, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais fait une chute, etc. Et donc, la notion de limite n'est pas une notion inscrite quelque part qu'on pourrait atteindre, dépasser, franchir. C'est quelque chose qui dépend énormément du contexte et de l'histoire qu'on se raconte. Alors, juste pour finir, des gens disent que c'est fou, et ça me ramène à la question de la guerre. C'est que, en fait, tout ça, c'est des loisirs. Bon, c'est juste pour s'amuser. Mais en fait, ça a un petit peu à voir avec la guerre. Au sens où c'est une certaine façon pacifique de faire la guerre, si j'ose dire. Et j'ai beaucoup étudié, moi, en tant qu'amateur, l'histoire du maquis des Glières. C'est une sorte de montagne qui est à côté du lac d'Annecy, au sommet de laquelle le drapeau français a trôné pendant quelques mois en 1943, avant que la milice donne l'assaut en vain, et c'est la Wehrmacht, appuyée par des chasseurs alpins, des chars d'assaut, de l'artillerie, qui a fait le ménage. Mais si on regarde ce qu'ont fait ces gars-là, il y en avait 150, notamment des réfugiés espagnols qui avaient fait la guerre d'Espagne. Quand on regarde ce qu'ils ont vécu pendant 3 jours, sans beaucoup manger, dans la neige, bombardés, en portant eux-mêmes des armes lourdes, assez lourdes, on voit que l'ultra-trail à côté, c'est de la gnognotte, c'est rien du tout. Et donc il faut mettre les choses à leur juste place. C'est un loisir qui fait écho à des épisodes beaucoup plus dramatiques de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et c'est plus ce que je voulais dire en conclusion, mais c'était important. Ça me reviendra dans la discussion. C'était le lien avec la guerre, en tout cas. C'était le lien avec la guerre. Oui, en fait, juste si c'est ça que je voulais dire, c'est que le taux d'abandon dans ces courses est plus faible qu'attendu. C'est-à-dire que on a pu mesurer que le nombre d'abandons dans une course est proportionnel à la distance. On abandonne plus au marathon qu'au semi-marathon, etc. Mais là, non. C'est beaucoup plus long, mais il n'y a pas tant d'abandon que ça. Et ça interroge les médecins, qui se demandent comment ça se fait. Et une des explications possibles, c'est qu'en fait, on est exactement fait pour ça. C'est-à-dire que faire ces courses-là, c'est faire la même chose que Néandertal ou Cro-Magnon, lorsqu'il allait chasser pendant 2-3 jours, avec pas grand-chose dans le ventre, en courant plus ou moins, sans jamais se mettre dans le rouge, et en faisant des gestes qui sont des gestes naturels, marcher, courir. Et c'est donc beaucoup moins traumatisant que le marathon, par exemple, qui fait que les gens sont toujours à la limite, se mettent toujours dans le rouge, et donc font de l'acide lactique et ont beaucoup plus de mal à récupérer. Et puis, c'est moins traumatisant que d'autres sports auxquels l'homme de Cro-Magnon ne jouait pas. Je pense au tennis, au football, qui obligent à faire des gestes qui ne sont pas naturels et qui ont des effets sur les articulations ou les ligaments qui sont beaucoup plus nuisibles. Donc faites de l'ultra-trail.